À bien des égards, on peut dire que le sentiment d'insécurité a remplacé l'insouciance postmoderne. Dans ces conditions, il faut revenir sur la question du statut du présent dans les sociétés contemporaines. Comment penser le présent? C'est quoi le présent dans notre société? Au cœur même du culte du présent se recompose un nouveau rapport, un nouveau rapport au passé, mais aussi un nouveau rapport au futur. Alors, par exemple, la sensibilité écologique, elle le montre bien. Les préoccupations relatives à l'avenir planétaire sont bien vivantes. Les pratiques, on peut les condamner. Mais pourquoi on condamne la pollution et toutes ces... Pourquoi il y a les accords de Kyoto? Pourquoi on accuse les Américains de ne pas respecter leurs engagements, etc. C'est parce qu'on se dit, mais si on continue comme ça, dans 50 ans ou dans 100 ans, on va laisser quelle planète à nos enfants? On voit bien que la société consumériste, elle n'a nullement éliminé les préoccupations de l'avenir. Ça va bien au-delà de l'écologie. On retrouve cette inquiétude de l'avenir un peu partout, dans le rapport au travail, le rapport à la santé, le rapport aux enfants. Avec la précarisation de l'emploi et du chômage, on voit monter les sentiments de vulnérabilité, l'insécurité matérielle et professionnelle. Les plus jeunes ont peur désormais, à la différence des années 60, de ne pas trouver de travail. Et les plus vieux, ils ont peur de le perdre, parce qu'ils savent qu'ils ne retrouveront pas du travail. Alors, je ne vois pas trop, moi, comment on peut soutenir dans ce contexte-là les thèses de certains sociologues qui nous annoncent tranquillement l'avènement d'une culture dite néo-dionysiaque qui ne connaîtrait plus que le seul souci du présent, les désirs de jouissance ici et maintenant, c'est-à-dire depuis ce que Horace appelait le carpe diem, en latin. Carpe diem, c'est cueille le jour, ça veut dire vivre les jouissances tout de suite, immédiates, et puis advienne que pourra. Donc profitons de l'instant, vivons l'instant. En réalité, c'est moins un carpe diem qui caractérise l'esprit de notre époque que l'inquiétude face à un avenir qui est de plus en plus incertain, un avenir chargé de risques. Chômage, terrorisme, pollution. Bien sûr, la fièvre consumériste, les aspirations hédonistes, elles sont bien réelles. Elles ont un impact considérable. Les gens font des vacances, ils achètent. Le dimanche, il y a du monde uniquement dans les shopping centers. Elles se déchaînent plus que jamais, mais en même temps, elles s'entourent d'un nouveau climat. Un climat d'inquiétude et d'insécurité. Dans nos sociétés, l'insouciance, je pense, recule. Et l'hypermodernité individualiste désigne en ce sens moins une focalisation sur l'instant, comme ça, si on vit dans l'instant, alors que ça serait un grand progrès par rapport au futur, par rapport, à la modernité, où là, on vivait pour le futur, maintenant, on vivrait pour le présent. Je crois que ce n'est pas vrai. On a une culture du présent, avec la consommation, si vous voulez, et la communication. Mais, en même temps, se recompose l'anxiété vis-à-vis de l'avenir. On se trouve dans une situation où les parents ont intégré ils ont parfaitement compris que les scores scolaires n'étaient pas suffisants, qu'il fallait aujourd'hui armer les enfants d'une autre manière, parce qu'on a l'idée que le sport, les activités d'éveil, la musique, tout ça c'est très bon pour
développer l'esprit de créativité, l'ingéniosité, qui sont les choses de l'avenir. Ce poids du futur se retrouve aussi à l'autre bout de la chaîne de la vie, avec la question des retraites. On s'inquiète aujourd'hui à peu près partout dans les sociétés développées du financement des retraites. Les gens cotisent, on prépare à 25 ans et à 30 ans la vie que nous aurons 30 ans ou 40 ans après. Et on nous dit carpe diem. Ça n'existe pas. C'est le contraire. On n'a jamais autant pensé à la vie que nous aurons après. Ce qui décline, ce n'est pas l'importance du futur, c'est, je crois, le culte de l'ici maintenant. Et les nouvelles attitudes vis-à-vis de la santé illustrent aussi, d'une manière très forte, ce que j'appelle la revanche du futur. Pourquoi la revanche? Parce qu'on est une société du présent. Mais plus la société marche au présent, et plus le futur revient. Il revient d'une autre manière. En effet, la santé est devenue une préoccupation omniprésente. Elle est partout, la santé, maintenant. Dans la consommation, dans les produits, dans la presse, dans la télévision, dans les conversations quotidiennes. On ne parle plus que de ça. Mais ça, c'est plus la libido, la libération sexuelle, c'est la santé. Les produits sains, les produits biologiques, les risques alimentaires, le sida, la forme, les régimes pour se conserver en bon état, etc. On est partout incité par le corps médical à des contrôles de santé, au dépistage des troubles cardiovasculaires et du cancer. On est invité à moins manger, à manger sain, perdre du poids, surtout ne pas fumer, pratiquer sans arrêt des activités physiques pour ne pas avoir des malaises cardiaques, utiliser de temps en temps quand même des préservatifs parce que ça peut servir. Bon, et sous la pression des normes de la prévention, ce n'est pas le carpe diem dionysiaque, la plénitude de l'instant qui prédomine. C'est un présent qui s'interroge sur lui-même, qui fait attention à ce qu'il fait. Je mange ça, j'adore ça, mais non, je ne peux pas, après je vais prendre des kilos, tout, c'est pas bien. Et bon, c'est pas carpe diem. Carpe diem, c'est de vivre maintenant. On dit, bon, après tout, demain, tant pis. Ça recule, ça existe toujours, mais ça recule. La tendance, c'est qu'on a intégré les modèles. Si vous voulez que tout ça est dangereux, c'est dangereux dans l'immédiat, mais c'est surtout pas bon pour l'avenir. Le soleil, quel bonheur. Bon, mais attention, c'est mauvais pour la peau, ça donne des rides, très dangereux. Et puis même, c'est cancérigène. Ah bon? Alors, faut quand même pas aller trop au soleil. Alors, d'accord. Est-ce qu'il faut rechercher les plaisirs immédiats ou bien assurer la vitalité de nos vieux jours? Comment concilier? Alors ça, c'est une question pour les femmes en particulier. Elles se la posent toute cette question. Comment concilier le temps pour les enfants et le temps pour la carrière? Comment on fait? Est-ce que je travaille trop? Alors, mais à ce moment-là, je délaisse mes enfants. Mais si je m'occupe uniquement de mes enfants, qu'est-ce que je fais de ma vie? Alors, je n'ai pas d'activité professionnelle, je ne serai pas heureuse. En permanence, c'est une question qui revient systématiquement chez les femmes, c'est le temps qui est problématique dans l'organisation de leur vie, de la vie en double, de la vie coupée en deux. Si les antagonismes de classe reculent, ils demeurent, mais ils sont plus porteurs d'un avenir différent. En revanche, je crois que les tensions du temps de la vie, se généralisent et deviennent plus intenses. Alors, pour m'amuser en faisant un clin d'œil à Marx,
je dirais qu'on n'est plus classe contre classe, mais temps contre temps. Le futur contre le présent contre le futur, le présent contre le présent. Que privilégier? Comment ne pas regretter ceci alors qu'on aurait pu faire autre chose? Comment ne pas s'interroger, ne pas avoir des tensions dans une société où vous pouvez tout faire, où tout est livré à l'individualité? D'autre part, vous le savez bien, de plus en plus, les gens disent qu'il manque de temps. À nouveau un paradoxe, tout va plus vite. Internet, les téléphones mobiles, les fax, magnétoscopes, les fours à micro-ondes, ça va très vite. Et en même temps, on n'a plus le temps de rien. On manque tout le temps de temps. Et les gens se plaignent, on est débordés, on court après le temps, on manque de temps. Ce rapport conflictuel au temps implique que les individus sont de moins en moins enfermés dans le seul présent. D'un côté, c'est vrai, on subit de plus en plus les contraintes d'un temps accéléré et précipité. Donc là, il y a quelque chose comme une sorte de servitude. Et on court après le temps. Mais de l'autre, on voit progresser l'indépendance de chacun et la réflexion sur soi et sur sa propre vie. Dans les sociétés individualisées, plus rien ne va de soi. Partout, l'organisation de l'existence et des emplois du temps exige des arbitrages, des informations, des prévisions. Partir en vacances, mais c'est compliqué, partir en vacances, parce qu'il faut prévoir quand on part en vacances, à quelle heure pour quitter Sao Paulo pour ne pas avoir les encombrements monstres. On va réserver, il faut prévoir, etc., etc. On est entré dans l'âge de l'organisation du temps, et c'est compliqué. En ce sens, on pourrait dire que l'hypermodernité, c'est une chrono-réflexivité, une réflexivité de l'individu en permanence sur ses emplois du temps, la manière de régler son propre temps. Le moment antérieur de la modernité, il y avait des consommations finalement semi-collectives. Un téléphone, une voiture, une télévision par maison. Alors, l'individualité, des goûts individuels, il fallait regarder le programme que papa voulait regarder. Voilà, alors, moi, il y avait le match de foot, il fallait regarder le match de foot, d'accord. Mais les autres, ils ne pouvaient pas regarder ce qu'ils avaient envie de voir. Maintenant, d'abord, il y a beaucoup de chaînes, et puis dans beaucoup ils ont des petits appareils de télévision, ou alors il y a les Walkman, il y a les chaînes de radio, il y a maintenant Internet. Désormais, il y a des parcours individualisés qui permettent une désynchronisation des activités, des rythmes et des parcours individuels. Il y a donc une construction plus personnalisée des emplois du temps. Bien sûr, on voit se renforcer de nouvelles inégalités face au temps. Les uns n'ont jamais assez de temps. C'est le fameux cadre stressé, dynamique. Il court après le temps, il n'y arriverait jamais, il sort tout le temps son agenda électronique, il ne s'en sort pas, tellement il y a de choses à faire. Et de l'autre, il y a des catégories entières de la population qui ont trop de temps. C'est les chômeurs, les désœuvrés, les jeunes qui traînent, qui n'ont rien, qui ne savent pas occuper leur temps. Nous avons une société d'inégalité aujourd'hui face à l'organisation du temps. Ceci donc est indéniable, mais ça ne doit pas occulter la dynamique globale qui a transformé la relation des individus
au temps social. L'époque hypermoderne coïncide au plus profond avec la pluralisation ou l'individualisation généralisée des modes de vie, des manières de vivre, des manières de gérer le temps. Le temps, à l'époque des traditions, était un temps réglé collectif. Il n'y avait pas de parcours individualisé. Le temps des fêtes, le temps du travail, le temps de la messe, le temps du repas, tout ça était orchestré par des règles. Aujourd'hui, vous allez à São Paulo à n'importe quelle heure, vous voyez des gens qui mangent, qui sortent, il n'y a plus de régulation collective du temps. D'un côté, il y a le sentiment croissant d'être esclave du temps, un temps de plus en plus frénétique, et de l'autre, il y a une plus grande puissance pour chacun de gérer le temps comme il veut, à sa manière, selon ses dispositifs singuliers. Qu'à côté de la société du digital, du virtuel, du désensuel, il existe en même temps une époque de sensualisation, d'esthétisation de masse des plaisirs. Il y a donc deux tendances qui cohabitent. Une tendance pousse à la désincarnation des plaisirs, à l'efficacité, à l'abstraction des emails, à la nourriture fast-food, à la vitesse en toute chose. Bon, ça, c'est pas le côté très, très agréable, très sensuel de notre hypermodernité. Mais il y a aussi le goût du qualitatif, des voluptés corporelles, la sensualisation de l'instant qui existe. On voit donc à nouveau le caractère désunifié, paradoxal de la culture hypermoderne. Et voici encore d'ailleurs quelques paradoxes. C'est vrai que la société contemporaine est matérialiste et ludique, consumériste.